Nous, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Guilhem Méric. Alors, bonjour Guilhem. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et avec plaisir. ben, du coup, comme vous nous aviez indiqué, effectivement, vous n'étiez pas disponible pour le direct de samedi. Donc, on a préparé une petite vidéo qui sera donc diffusée en direct, par contre. Et D'accord. voilà, et du coup, on souhaitait effectivement vous poser quelques questions. Déjà, peut-être une première question, un peu, où vous puissiez vous présenter peut-être auprès des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, un peu sur votre travail d'auteur. Alors oui, je suis un vrai couteau suisse dans la matière. Je suis auteur de romans plutôt dans le domaine du fantastique, donc, puisque ce qui rejoint un petit peu quand même la thématique des Imaginales. Donc tout ce qui est fantasy, fantastique, anticipation. Voilà, je suis un petit peu dans tous ces domaines depuis une dizaine d'années. Je me suis surtout fait connaître avec une saga qui s'appelle Myriande, saga en 3 tomes que j'ai démarré à l'origine avec mon premier éditeur qui était Le Diable Vert en 2010. Et bon, il s'est passé quelques différends avec mon ancien éditeur qui ont fait que on a arrêté la collaboration au premier tome et donc j'ai dû récupérer les droits pour me lancer dans justement l'auto-édition pour la sortie des autres tomes à partir du moment où il a été très compliqué d'arriver à trouver un éditeur à partir du moment où on a déjà été édité quelque part, chez une maison qui a déjà pignon sur rue, c'était compliqué et surtout une période où les séries faisaient un peu peur aux éditeurs. Le fait de s'engager sur 3 tomes, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pesait. Donc au bout d'un moment, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, bon ben, allons-y, faisons les choses par nous-mêmes et allons vers l'auto-édition pour cette série, même si c'était pas mon vœu premier du tout. J'avais des ambitions plus particulières pour cette série. Et, mais il est possible que ça revienne sur le devant de la scène via mon nouvel agent qui travaille dessus depuis un peu les vacances d'été, donc c'est assez récent. Et puis à côté de ça, bon, j'ai publié un thriller paranormal aussi qui s'appelle Eterna, que j'ai lu en 2015. Voilà, qui avait été lauréat du prix Amazon sur le salon du livre de Paris en 2014. C'est un petit peu comme ça que je me suis fait repérer, que j'ai fini par, comment dire, par affermir les liens avec J'ai lu, grâce à ce, à ce lauréat. Donc voilà, le bouquin est sorti en 2015. J'en ai fait un scénario aussi, parce que je suis assez. Quand je vous disais couteau suisse, c'est que j'aime bien travailler un petit peu l'ensemble d'un projet. Par exemple, pour Myriande, ça a été. La campagne n'a pas servi qu'à sortir les livres. Ça a servi à sortir des albums de musique originale. Ça a servi à payer des illustrateurs pour avoir tout un panel d'illustrations sur les 3 tomes qu'on a réunis sous forme de artbook. Voilà, il y a le côté un peu multimédia que j'aime beaucoup. Pas sur tous les sujets, pas sur tous les livres, mais j'aime bien. Je viens de l'audiovisuel et j'aime bien un petit peu avoir tous les éléments qui viennent s'enrichir les uns les autres. Mélanger un peu Et les mon genres. dernier. Comment? Vous aimez bien mélanger un peu les genres, de faire un peu du transmédia. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis un fan de transmédia. Et puis mon dernier en date, donc qui est tout neuf, tout nouveau, c'est Krog Macherok, Le Venin des Hautes Terres, qui est un conte qui est aussi entre merveilleux et écologie, voilà, où j'ai voulu un petit peu sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de l'environnement, parce que je suis un fervent militant moi-même, depuis déjà quelques années. Et ce que je produis aujourd'hui, dans tout ce que je produis, j'essaie de toujours d'apporter un message dans ce domaine-là. Et sur Voilà. le site des Imaginales, bon, je ne sais pas si vous-même vous le définissez ainsi, mais c'est marqué que Croc Macqueroc et le venin des hautes terres est un roman éco-féerique.
Hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que ça signifie pour vous, un roman éco-féerique, si ça s'inscrit voilà, nous dire quelques mots là-dessus? Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, ça me rappelle en fait une anecdote. C'était au sujet de Myriande. À la base, je voulais pas du tout l'étiqueter fantasy. J'avais trouvé style néo-mythologie, quelque chose comme ça. J'aimais bien inventer des étiquettes, mais qui correspondaient mieux à comment je voyais les choses. Et c'est vrai que Myriam, pour le coup, a plu à un lectorat très large parce que c'est pas que de la fantaisie, effectivement. Et quand j'ai choisi ce terme d'éco-féerique, alors je sais que je fais de la fantaisie à travers Croque-Macheroc, mais j'ai voulu mêler deux mots qui sont écologie et féerie et en faire un néologisme en fait avec ce mot d'éco-féerie que je trouvais voilà un peu assez percutant, assez novateur. Et c'est ce que j'essaie de faire valoir aux gens. Et puis des fois, ça peut interpeller aussi, se faire poser des questions, et ça me donne l'occasion justement de discuter avec les personnes et de leur expliquer pourquoi j'ai voulu donner ce nom, son nom, enfin cette étiquette-là au livre. Dans les... Parce que vous avez aussi donc un engagement aussi sur les réseaux sociaux autour de l'écologie qui, qui vous a d'autres jours sur le site des Imaginales et ils indiquaient notamment que vous avez réalisé une série de portraits qui avaient été mis en avant notamment par Hugo Clément et Ouais, que voilà, il y a aussi des publications vous concernant dans Positivaire et 30 millions d'amis par exemple. ouais. Ça- Oui, oui, c'était une aventure assez surprenante. J'avais fait ces affiches comme ça, sans arrière-pensée particulière. J'ai eu une idée un jour. J'ai ramené mon fils en voiture, comme ça arrive souvent, parce qu'il y a 1 heure de route. Voilà, l'esprit se balade un petit peu. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas associer euh, des personnages de dessins animés qui sont appréciés par tout le monde, et notamment par les jeunes, et des animaux, à un discours qui soit écologique et qui soit aussi très percutant, voire même vraiment très dur, avec ce hashtag que j'avais choisi, je m'étends par rapport à l'extinction animale. Et c'était vraiment pour que les gens se rendent compte que ces animaux qu'ils apprécient dans les films d'animation, bah, ils existent vraiment dans la réalité, et qu'ils sont en train de disparaître pour certains. Et c'était une façon d'incarner en fait le combat et la sensibilisation à travers à travers des personnages qu'on aime. Et ça a marqué vraiment le journaliste dont vous parliez, Hugo Clément, à qui je l'ai partagé sur Instagram, qui m'a aussitôt répondu en me disant ouais, ton truc est génial, est-ce que tu m'autorises à le partager sur les réseaux sociaux? Je lui dis bah, bien évidemment. Bah, je te fais changer un truc. J'avais mis un gorille au sujet de l'huile de palme. Il m'a dit oh, c'est plutôt les orang-outans. Alors, ok. Je suis allé vers l'orang-outan et ça tombait bien parce que dans le livre de la jungle, le roi Louis est un orang-outan. Donc, du coup, j'ai remplacé comme ça. Et donc, il a diffusé un petit peu partout. Ça a été un tsunami, quoi. D'un coup, lui, il est suivi par 1 million d'abonnés sur Instagram. Donc, forcément, son impact là, sur Facebook, sur Twitter, ça a été énorme et j'ai eu des sollicitations un petit peu un petit peu de partout. Et ce dont j'ai parlé ce qui est inscrit sur la page des Imaginales. Ben après, bon, j'ai des médiathèques, des établissements scolaires, un aquarium, des zoos qui m'ont contacté pour avoir des éléments, pour pouvoir disposer en fait des affiches. Je suis intervenu même en vidéo pour l'aquarium d'Amnéville, histoire parce qu'il faisait une vidéo pédagogique au sujet justement des animaux, de la disparition des espèces. Et ils m'ont demandé d'intervenir à la fin de la vidéo pour faire une conclusion en fait. Et je le fais avec plaisir. Voilà. Ça a été voilà, tout un tas de rencontres et je trouvais ça génial en fait.
tout simplement. Parce que vous pensez qu'il y a un peu une difficulté quand même de sensibiliser un public assez jeune aux questions écologiques, parce que on aurait tendance à dire qu'ils sont un peu plus sensibles que nous, même déjà à l'école, par les programmes de télé. Euh, Mhm. là, qu'est-ce que vous pensez un peu là-dessus, on va dire sur la. Là, est-ce que vous pensez justement que par l'image, ça peut les sensibiliser encore plus, ou aussi par l'écrit, hein, pour reprendre justement l'objectif un peu de votre ouvrage Croque-Mac Sherlock. Je pense qu'il y a les deux. Alors justement, il y a ceux qui sont sensibilisés surtout par l'image, et j'allais dire malheureusement, c'est la grande majorité. Aujourd'hui, on est à une époque de l'image où si on n'est pas présent sur voilà, les réseaux sociaux, je veux dire, c'est l'incarnation même de cette société de l'image dans laquelle on vit, où on a besoin de voir parce que c'est une manière. Ce que j'écrivais il n'y a pas longtemps, ça manifeste le côté un peu impatient et paresseux de nos générations en fait. On a besoin d'assimiler les informations très rapidement. C'est le succès de TikTok aussi, par exemple, avec des vidéos qui vont très vite, qui montrent des choses très vite. On le voit dans les bandes annonces de films qui sont de plus en plus rapides, mais il y en a même certaines, ça va tellement vite que je ne sais même pas ce qu'on a regardé. Euh, je me suis même rendu compte, anecdotiquement, pareil, j'ai revu des films que j'avais adorés à l'époque, comme Braveheart, par exemple, avec Mel Gibson, qui pour moi est un chef-d'œuvre, et un autre film qui était Légende d'automne avec Brad Pitt et Anthony Hopkins. J'ai revu ces films que j'adorais et je les ai trouvés longs, toujours aussi formidables, mais lents, très lents en fait. Alors qu'à l'époque, il y a 20 ans, je le trouvais tout à fait normal, quoi. Et là, j'ai trouvé que c'était très long et je me suis dit vraiment, la société dans laquelle on vit, la société de consommation et de consommation d'images, a vraiment énormément changé et, et il faut, voilà, donc du coup, il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est être présent à l'image. Donc, le fait de faire des affiches comme ça, on donne enfin, à alimenter directement les gens, et notamment les plus jeunes aussi, rapidement. Ils peuvent consommer rapidement quelque chose qu'ils vont partager aussi rapidement, qu'ils vont apprécier très vite. Et ça, c'est la majorité. Et puis, il y a les autres, ceux à qui aussi je m'adresse moi en tant qu'auteur, sont ceux qui aiment lire et qui sont une tranche malheureusement de plus en plus réduite, mais heureusement qui est toujours présente parce que bon, on aura toujours des jeunes et des moins jeunes qui apprécieront la lecture plus qu'autre chose. Et c'est à cela que je m'adresse avec mes ouvrages. Et je sens que pour les combats que j'ai envie de mener, il faut que je sois un petit peu sur tous les fronts. Et d'ailleurs, à tel point que là, je suis en train de travailler sur un clip, une chanson dont j'ai écrit les textes, qui s'appelle Pandore, en référence à la boîte de Pandore, bien évidemment, et qui, à la base, c'était une sorte de poème qui s'est transformé en slam. J'ai un ami chanteur avec qui je travaille depuis une dizaine d'années qui a trouvé ça très bien, qui a voulu l'interpréter. Et le compositeur avec qui j'ai travaillé sur la saga Myriade, qui s'est chargé de la musique. Et là, maintenant, on est en train de travailler sur le clip, en espérant qu'on va y arriver, parce que ça coûte pas mal d'argent. Et du coup, vous allez essayer de retenter aussi alors de faire financer peut-être le projet par le biais de Ulule. Eh ben, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis jeudi dernier. On a démarré une campagne Ulule pour financer effectivement la captation vidéo déjà, puisqu'on a un réalisateur qui doit s'occuper de ça avec du matériel pro. Et au-delà de ça, il y a pouvoir payer le montage, c'est le plus cher en fait. Hein. Payer le montage, oui, il y en a pour plus de 3000 euros. Quoi. Donc c'est le plus difficile. Alors moi, j'ai des notions assez moyennes, on va dire, de montage. Donc je sais que je suis capable de faire quelque chose, mais un pro du montage serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que moi.
et beaucoup plus talentueux aussi, donc ça serait mieux si c'était lui, mais après ça va dépendre de l'intérêt que porteront les gens à ce projet, et c'est pas évident, parce que la plupart des gens me connaissent en tant qu'auteur de fantastique, de fantasy, qui amène à du merveilleux, qui amène à rêver, qui amène de l'espoir, etc. Et là, je viens avec une chanson qui est plutôt une sorte de plaidoyer écologique et de satire sociale. Du coup, ça heurte certaines personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ces sujets-là, qui n'ont pas forcément envie non plus d'entendre parler, qui n'ont pas envie de voir des images parfois qui sont un peu douloureuses à regarder. Donc c'est plus compliqué. Et surtout après la période qu'on vient de vivre, où on a eu beaucoup de choses compliquées à surmonter. Mais en même temps, ce qu'on a vécu, je fais une extrapolation, mais la période du Covid, c'est un symptôme de la crise écologique. C'est juste ça. On a eu plein d'histoires conspirationnistes sur le fait que ça puisse venir d'une fuite de laboratoire, etc. Il faut d'abord savoir que ça vient surtout du fait qu'on réduit les espaces sauvages et qu'à force de les réduire, ben, on se rapproche de microbes qui sont véhiculés par des animaux qu'on ne devrait pas, avec lesquels on ne devrait pas avoir de contact rapproché, et puis il arrive ce qui arrive avec une pandémie comme on vient de la vivre. Donc tout ça, c'est encore et encore à nouveau d'un problème d'écologie et de respect de l'environnement. Mais est-ce que vous pensez aussi que dans le secteur de l'édition, il y a peut-être aussi des choses qui pourraient être améliorées? Parce qu'il y a pas mal autant par exemple dans l'impression, dans la destruction aussi d'ouvrages dans le pilon, il commence à y avoir aussi un certain nombre de réflexions ou de remarques relatives au secteur de l'édition qui pourraient peut-être lui aussi être un peu plus écologique. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez déjà réfléchi aussi à ces aspects lors de l'édition de vos ouvrages, par exemple pour l'impression à la demande, ou pour éviter, par exemple, un peu le pilon, ou même la manière dont sont imprimés les livres? Est-ce que ça, vous, vos éditeurs, par exemple, est-ce que ça fait partie aussi de vos réflexions ou de vos engagements? Alors, un peu moins. J'y ai réfléchi. Après, j'ai beaucoup moins la même mise sur ce genre de choses, même si en tant qu'auto-éditeur, je peux un peu mieux choisir mes partenaires. Euh, je sais que par exemple, quand je fais imprimer mes livres, je les fais imprimer en France. Je demande à ceux qui ne soient pas cellophanés, même si évidemment le cellophane ça protège un petit peu mieux les ouvrages, mais bon, disons que il y a un moment où il faut être un petit peu cohérent avec les messages qu'on véhicule, donc euh, on peut pas tout, on peut pas tout faire non plus, on peut pas arriver à une sobriété zéro, 100%, je veux dire. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Mais en tout cas, on peut faire certains gestes. Donc, effectivement, la mise au pilon, je trouve ça abominable. Mais sans parler d'écologie, je trouvais déjà ça abominable à la base. Hein, mais ne serait-ce qu'en tant qu'auteur qui sait que ses livres voilà, vont disparaître. Et puis, quand on sait ce que ça coûte enfin, j'allais dire en bois, enfin, je sais bien qu'il y a des espaces qui sont privilégiés, qui servent pour la fabrication de papier. Malgré tout, on en dépense beaucoup et je sais qu'on est quand même en France en pénurie de bois. Je sais que les Chinois, par exemple, viennent nous en acheter beaucoup, qui payent très bien et que du coup, nous, on s'en retrouve avec beaucoup moins. Pas forcément dans le secteur que de l'imprimerie, de l'édition, mais je pense que ça doit l'impacter aussi. J'en ai parlé récemment avec un ami auteur qui me disait que justement, ça commençait à toucher notre secteur. Donc oui, c'est un problème et je pense que autant le pilon, il faudrait un petit peu revoir le process, voir comment on pourrait essayer de recycler
les œuvres plutôt que de les détruire. Je sais pas, il y a plein de solutions. Je pense que les auteurs eux-mêmes qui voient leur livre être mis au pilon, est-ce qu'ils ne pourraient pas, par exemple, racheter des exemplaires à leur éditeur à un prix, voilà, un prix un peu moindre, de manière à pouvoir bénéficier de leurs œuvres. Effectivement, ça poserait un problème contractuel, puisqu'on n'a pas le droit en tant qu'auteur de vendre nous-mêmes les livres édités. Mais plutôt que de les voir détruits, est-ce que c'est pas mieux que de... Enfin, voilà, je pose la question en même temps. Je pourrais la poser face à des éditeurs qui pourraient me répondre et me soumettre leurs problématiques à eux. Mais peut-être ce sera l'occasion d'Imaginal de le faire d'ailleurs, puisque vu que je suis invité à intervenir en tant qu'auto-éditeur, c'est une des questions que je pourrais poser. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un sujet à débattre là-dessus, mais il faut pouvoir avoir tous les points de vue de de toute la chaîne du livre en fait pour savoir comment trouver des solutions qui soient viables et acceptables pour tout le monde. Parce que, juste revenir concernant le point de l'auto-édition, parce que le vendredi 15 octobre, donc bon, ça veut dire après le moment où sera diffusée cette vidéo, du coup, vous intervenez autour du sujet l'auto-édition, une alternative aux éditeurs. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être une petite synthèse pour les personnes qui n'ont pas pu y assister à cette conférence, sur les quelques points que vous vouliez mettre en avant lors de cette table ronde par rapport à ce que vous avez vécu en tant qu'auto-éditeur, en tant qu'auteur auto-édité, pardon? Ce que j'ai vécu en tant qu'auteur auto-édité, c'est fou. De manière assez rapide, mais un peu si, par exemple, s'il y a des auteurs ou plutôt des personnes qui sont intéressées par l'écriture et qui souhaitaient se lancer par exemple, dans l'auto-édition, ou des auteurs confirmés qui sont auprès d'éditeurs et qui ont pu vivre un peu les mêmes soucis que vous avec des éditeurs, ce qui est quand même assez courant. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire voilà, à des auteurs qui aimeraient se lancer dans l'auto-édition? Voilà, je vais reformuler ma question. Je leur dirais qu'il faut beaucoup de courage, déjà. Ah. Beaucoup de courage et beaucoup d'endurance et de capacité de travail. Parce que si on a toute une chaîne du livre derrière pour sortir des bouquins, c'est pas pour faire joli, c'est parce que c'est nécessaire. Et je pense que le titre même de la conférence, qui est donc l'auto-édition, une alternative à l'édition traditionnelle, moi je m'inscrirais en faux là-dessus. Je dirais que c'est pas une alternative, c'est une complémentarité. Parce qu'on a besoin des éditeurs pour, ne serait-ce que par leur métier, leur savoir du métier, on a besoin de leur savoir-faire pour continuer à sortir des livres de qualité. Et donc, pour répondre à votre question, le travail d'auto-éditeur, ça demande à porter plusieurs casquettes que tout le monde n'est pas forcément capable de porter. Je m'inscris moi-même là-dedans. Je veux dire, j'ai appris sur le tas, c'est le cas de dire, parce que j'avais jamais fait ça avant. Moi, j'en suis à ma 7e ou 8e campagne, parce qu'à chaque fois que je fais de l'auto-édition, je fais une campagne Ulule derrière, il faut quand même le préciser, parce que j'ai pas les moyens, déjà personnellement, de faire de l'auto-édition en permanence sans avoir derrière des contributeurs qui vont me permettre de financer. Et outre le financement, qui prend beaucoup de temps, parce qu'il faut créer une campagne Ulule, et une campagne Ulule, alors selon les projets, ça peut être 1 à 2 mois de travail en amont et 2 à 3 mois de travail en aval. Enfin, c'est énormément de paramètres à prendre en compte en fait. Il vaut mieux être graphiste aussi, ou alors
Enfin, c'est mieux parce que du coup, si on est graphiste soi-même, on n'a pas payé un graphiste pour travailler pour nous. Mais sinon, il faut au moins avoir travaillé avec un graphiste avec soi. Il faut savoir se débrouiller avec les réseaux sociaux et, euh, et savoir manipuler un petit peu la communication, voilà, pour ensuite travailler là-dessus. Enfin, c'est difficile de vous résumer tout ce qu'il faut savoir, enfin, tout ce qu'il faut vous mettre en avant, tout ce qu'il faut manipuler en fait. Ça démarre aussi avec un budget prévisionnel, parce que à partir du moment où on fait une campagne Ulule derrière, il faut savoir ce qu'on va proposer comme contrepartie aux personnes qui vont vouloir vous soutenir. Donc ça se réfléchit. Il faut contacter différents partenaires avec lesquels on va travailler, dont l'imprimeur par exemple, savoir combien ça va nous coûter, savoir aussi comment on fabrique un livre, c'est-à-dire voilà, sur la couverture, qu'est-ce qu'on doit faire figurer, il vaut mieux éviter, quel type de grammage on va utiliser pour le papier, quel type de typographie, quelle taille de caractère, pour avoir un livre qui va pas faire une épaisseur, voilà, qu'on pourra jamais envoyer par la poste, par exemple, parce qu'il faut penser que quand on va envoyer ensuite aux contributeurs, si on a un bouquin qui va dépasser 3 cm, il va falloir le payer à un autre tarif. Donc ça rentre en ligne de compte dans les frais d'expédition. Enfin, vous voyez, il y a tout l'aspect artistique qui est le plus intéressant, qui est celui pour lequel en tant qu'artiste, on a envie de travailler. Et puis il y a tout l'aspect après, on va dire technique et pratico-pratique et technique qui va plutôt embarrasser certaines personnes qu'autre chose, quoi. Et surtout prendre énormément de temps. C'est chronophage à un point parfois inimaginable, quoi. On y passe tout notre temps, quoi. Au point où d'ailleurs on en arrive à ne plus avoir le temps d'écrire. Il faut le savoir, ça. C'est vrai que ça a l'air assez complexe d'arriver à tout gérer. Alors, du coup, Guilhem, notre petit entretien va prendre fin. Ouais. Merci beaucoup, c'est passé vite, hein, c'était tellement, Ah oui, très vite, oui. tellement intéressant. Et, bah, du coup, on vous remercie beaucoup. Pendant l'émission en direct, on mettra aussi les liens vers les réseaux, vers vos projets Ulule, en particulier Ouais. celui qui est en cours. Et voilà, et merci, merci d'avoir Vous pris le. saurez le trouver, il n'y a pas de problème. Oui, Même si c'est pas bon, c'est pas lié directement au livre, mais c'est toujours lié à l'un de mes combats prioritaires. Ouais. tout à fait. Voilà. On vous souhaite une bonne journée et un bon festival des Imaginales. Merci beaucoup, merci pour votre entretien, notre entretien. Je vous en prie.